n'ont d'ailleurs même pas ce prérequis élémentaire qu'est un léger sens de l'humour. Ceux qui, malgré tout, essaient d'affirmer une position de refus ou de prudence vis-à-vis de l'islamisation de notre société, comme vous aujourd'hui, sont diabolisés non par les musulmans, encore moins par eux, mais par leurs propres faiseurs d'opinion, médias, politiques, autorités religieuses. Cela donne aux fanatiques musulmans une carte blanche morale pour l'élimination physique des récalcitrants les plus durs. Ainsi, les assassinats de Pim Fortuyn ou de Theo Van Gogh n'ont pas soulevé trop d'interrogations au sein de l'élite européenne sur la pertinence de la doctrine en vigueur qui fait de Londres et d'Amsterdam des havres pour les islamistes durs que les régimes musulmans modérés répriment. En 68, lorsqu'une figure de tout premier plan de la politique britannique comme Enoch Powell, le chef de file des Tories, dut quitter la vie publique à cause de ses pronostics personnels sur la subvention démographique de son pays, ce furent ses propres concitoyens qui, par son lynchage, ouvrirent la voie aux prédicateurs islamistes durs qui ont fait de la Grande-Bretagne leur havre. En Allemagne, l'Allemagne est en train d'émettre le même signal de capitulation par la chasse aux sorcières dont elle accable le banquier Thilo Sarrazin. Et lorsqu'on voit apparaître des femmes rebelles, comme Ayaan Hirsi Ali ou Wafa Sultan, elles représentent plutôt un embarras pour leur société d'accueil. Encore une fois, l'islam en Europe, c'est désormais un facteur sociologique, mais aussi un important pilier de la finance, et même un contingent électoral protégé par le dogme multiculturaliste. Le multiculturalisme, qui n'existe que dans les brochures des organisations internationales, n'a d'autre terrain d'application systématique que l'Europe. Il n'y a qu'en Europe qu'on veuille croire que tout le monde est gentil si on est gentil avec lui. Dans le reste du monde, la complaisance est simplement signe de faiblesse. Nous vivons donc dans une schizophrénie totale et permanente. Nous acceptons de la part de l'autre des excès dont on ne tolérerait pas le 10e s'ils étaient le fait de nos prêtres et de nos politiques. En somme, dans notre poltronnerie tous azimuts, nous servons de zone tampon aux stratégies équivoques des Américains. Nos autorités répercutent et accentuent la flatterie superficielle des présidents américains à l'égard de l'islam, ainsi le discours du Caire de Barack Obama, mais elles contribuent au conflit des civilisations fomenté par cette même puissance en lui fournissant des troupes supplétives pour l'Afghanistan et l'Irak. Pour se racheter de leur participation à une stratégie globale qui est une provocation face au monde musulman, les pays européens font preuve d'un laxisme irresponsable face à l'islamisation démographique, sociologique et psychologique du continent européen. Le système tout entier a posé son cul sur le couvercle de la marmite pour ne laisser filtrer aucune opposition. Eh bien, je vous dis, garde au jour où elle explosera. Ça c'était le chapitre analyse, voilà. Que faire pour que le couvercle saute? On va rester assis sur... Alors il vous faut un peu d'eau. Il vous faut des instruments institutionnels. Alors la Suisse a démontré ce que ça peut être à travers 2 votations. En une seule année, à 2 reprises, donc toutes les élites politiques suisses ont été désavouées par leur propre peuple. Et ce n'est qu'en Suisse que c'est passé. Pourquoi? Bon, parce que déjà l'aventure elle a commencé de manière fort étrangère. 3 petits paysans qui se sont prêtés serment pour dire attendez voir, plutôt que de se faire dicter nos lois par le Saint-Empire et les Habsbourg et je ne sais qui, si on prenait ça en main nous-mêmes, et que s'occupe de nos affaires. Les Habsbourg ne l'ont pas entendu de cette oreille, ils sont arrivés lourdement armés avec les tanks de cette époque-là, c'est des grosses armures, ils sont arrivés. Et les Suisses, qui ont toujours été très en avance sur leur temps, grâce à leur lenteur, parce qu'à force d'être lents, les Suisses, eh bien, ils ont inventé la guérilla, bien avant le Viet Minh. On s'est dit, on est dans le balcon avec l'équipe des chars d'assaut qui arrivent là, on va se mettre en face des
habiter chez nous. Donc on s'est mis en haut sur la montagne, puis en envoyant en bas la moitié des cailloux et des troncs d'arbres qui s'y trouvaient, ce qui fait qu'ils étaient relativement aplatis. Ensuite, on s'était inventé un instrument pour ouvrir les boîtes de conserve et puis aller cueillir ce qu'il y avait dedans. Bon, avec ça, on a gagné plusieurs batailles, et c'est comme ça que l'aventure suisse a commencé. Vous voyez qu'on n'était pas très pacifique, je le reconnais. Il y avait Guillaume Tell aussi. Ah, Guillaume Tell, par exemple, si je vous fais toute l'histoire suisse, ouais. Mais l'esprit même était l'esprit d'indépendance, volonté de souveraineté, de gens liés à la terre. La Suisse a été construite par des paysans. C'est pour ça que chaque fois qu'il y a un vote au Parlement, il s'agit de payer pour les paysans, je vote pour, même il nous coûte assez cher, mais c'est égal. Au moins on sait d'où vient la bouffe avec eux. C'est déjà comment les produits. Quelles sont les deux caractéristiques actuellement qui font que la Suisse peut se permettre de réussir ce que la plupart des autres nations n'ont pas réussi à mettre en place? D'abord, il y a la souveraineté de l'État-nation. Nous ne sommes pas membres de l'Union européenne. Chers Français, heureux pour vous si vous payez pour les rentes des pauvres Grecs et puis pour les Irlandais, mais nous, on a quand même encore la possibilité de ne pas trop foutre de milliards dans ce trou sans fond. Ça, c'est le fait d'être souverain et indépendant. Nous avons une banque nationale, nous avons encore financièrement une flexibilité que vous n'avez pas. Deuxième point, le fédéralisme. Nous ne sommes pas une nation centralisée, c'est déjà historique. Chez vous, évidemment, depuis Louis XIV, même avant, avec Louis XI, ça commence déjà Louis XIV, puis la France jacobine, vous avez un fort centralisme. Et plus vous centralisez les choses, plus vous éloignez les centres de décision de la vie quotidienne des gens. À travers le fédéralisme, nous n'avons pas seulement une séparation des pouvoirs horizontale, telle que la France a inventée lors de la Révolution, mais nous avons également une très forte séparation des pouvoirs verticale, parce que le Suisse se méfie du pouvoir. Donc il le fractionne. Alors on a la confédération, les cantons, les communes, et il y a la subsidiarité, les décisions sont prises à l'échelon le plus apte à les prendre. Et alors, le socle sur lequel tout ça est construit, parce qu'on s'est dit c'est pas mal comme système, mais ça suffit pas encore. Parce qu'il y aura toujours quelques pingouins là-haut qui s'entendent entre eux, qui vont nourrir de leur farine. On va trouver un autre système, c'est la démocratie directe. Ce qui fait que le peuple suisse va voter plus en une seule année que vous dans toute votre vie. On va voter sur le taux de TVA. Vous vous rendez compte qu'ils ne peuvent pas monter le taux de TVA sans que le peuple dise oui. Alors là, il faut déjà passer. Et il y a d'autres objets. On a vu les minarets. Imaginez, vous n'auriez jamais pu voter sur les minarets en France. Vous n'auriez jamais pu voter sur rien du tout, d'ailleurs. Pendant 5 ans, vous donnez un chèque en blanc, puis après, il faut essuyer les plats. Bon, évidemment, c'est pas très agréable comme système. Ensuite, nous avons un autre système lié à tout cela, c'est le fractionnement et le contrôle du pouvoir à son plus haut échelon, c'est-à-dire que nous avons mis tous les partis qui comptent dans le gouvernement. Démerdez-vous, arrangez-vous, vous êtes tous dedans. Alors on n'a pas d'alternance. Donc il n'y a pas une équipe qui dit du mal de l'autre équipe pendant 5 ans, puis après c'est inversé, ça va dans l'autre sens. Nous, on a quand même trouvé un moyen pour s'arranger. Alors avec ça, le système qu'on a constitué est tellement fort qu'on peut même se permettre d'avoir le gouvernement le plus nul au monde, ça marche quand même. Ça me fait couler. Et je vous jure, ça marche. Et c'est ce qui garantit la pérennité du système suisse. Alors maintenant, évidemment, si on voulait appliquer une telle chose en France, à la France, il faudrait des adaptations. Il faudrait voir comment, quels sont les éléments qu'on pourrait reprendre. Il faudrait l'adapter à la culture française, à l'histoire française, aux us et coutumes. Mais je veux dire, dans l'esprit, dans l'idée même, c'est quelque chose, je m'aperçois que j'arrive facilement à rendre attrayant, même sur Al Jazeera, à 80 millions de musulmans.